Ce n'est en tout cas pas le fait d'un seul homme, parce que le cercueil devait peser, sauf erreur, environ 160 kilos. Il était constitué de chêne massif, de 3 cm d'épaisseur, plus la dépouille. Je pense qu'on arrive facilement autour des 200 kilos, et pour cela, il fallait bien, je pense, 3 ou 4 hommes. Enfin, c'est une supposition de ma part, je n'ai aucune idée. Mais avoir la peine qu'avaient les personnes qui l'ont mis en bière, je pense que pour le ressortir, il fallait un même nombre de bras. C'est une enquête totalement atypique qui a occupé la police vaudoise durant le printemps 1978. Une histoire de vol de cercueil dans le petit cimetière de Corzier-sur-Vevey. Cette affaire aurait pu rester dans les papiers de la presse locale, mais elle fera les titres de la presse mondiale. Car la tombe qui est retrouvée vide dans l'après-midi du 2 mars 1978 est celle de la légende du cinéma Charles Chaplin, dit Charlie Chaplin. Alors que s'est-il passé ? Qui a pu commettre ce vol post-mortem ? A-t-on affaire à une très mauvaise plaisanterie, à une nouvelle forme de kidnapping, ou encore à une affaire beaucoup plus grande qu'on pourrait le croire ? Et surtout, où est donc passé le cercueil de Charlie Chaplin ? On vous raconte cette enquête dans ce nouvel épisode de 1001 archives. RTS. Revenons un tout petit peu en arrière dans le temps, en 1952 exactement. Charlie Chaplin quitte les États-Unis pour organiser la première mondiale de son film « Les Feux de la Rampe » à Londres. Au moment de son départ, cela fait plusieurs années que l'acteur et réalisateur britannique connaît une chute de popularité sans précédent en Amérique. L'acteur, soupçonné de sympathie communiste, est persécuté par les médias et surveillé par le FBI. Avec des films comme L'Émigrant, Le Kid ou Le Dictateur, Chaplin est accusé de s'opposer à la pensée politique de la droite dominante de l'époque et est vu par certains comme un donneur de leçons immigré qui refuse en plus de prendre la nationalité américaine. Peu après son départ en paquebot, Charlot apprend que son visa pour les États-Unis est révoqué. S'il veut retourner aux USA, il devra passer par le parcours du combattant de l'émigré. L'acteur choisit alors de dire adieu au sol américain. Il attendra 1972 pour y remettre les pieds, l'année où il recevra un Oscar d'honneur. En 1952, Charlot et sa famille se retrouvent donc en Europe, et c'est en Suisse qu'il décide de s'établir. Il s'installe en janvier 1953 dans le manoir de Ban, une propriété surplombant le lac Léman, dans la commune de Corzier-sur-Vevey. Dans l'émission spéciale cinéma du 21 décembre 1987, on ressort ces instantanés tirés du Ciné-Journal suisse et qui retracent quelques moments de l'acteur sur le sol helvétique, à commencer par son arrivée à l'aéroport de Genève. Arrivé à Genève-Cointrin, un monsieur distingué à cheveux blancs mais très alerte, et sa jeune femme descendent de l'avion de Londres. Henri Meyer de Sadehofen de Radio Genève les accueille chaleureusement. Elle, c'est la fille du célèbre dramaturge Eugène O'Neill. Lui, c'est un certain Charles Chaplin. Mais oui, Charlot, le grand, l'unique. Il est venu passer les vacances en montagne. Et restera parmi nous jusqu'à Noël. De quoi lui a servi son incognito. Stewardess et douanier exigent son autographe avant de l'autoriser avec sa femme Ona à monter en voiture. Où il nous offre son plus bel échantillon de français. Vive la Suisse. Merci Charlot. Puis, c'est le départ pour Lausanne. À l'ovation que lui font les enfants, comment ne pas nous associer de grand cœur? Quelque temps plus tard, en octobre 1953, Charlie Chaplin est reçu par les officiels vaudois et visite les vignes du Lavaux. Au château de Lausanne, le Conseil d'État vaudois a reçu officiellement un certain monsieur Charles Chaplin.
Et a non moins officiellement escorté à sa voiture celui qui n'a pas tout à fait oublié Charlot. Le canton est policé, mais pourquoi Charlot aurait-il peur du gendarme? Puisque c'est un conseiller d'État qui lui enseigne la maraude en pays vaudois, et Charlot s'y connaît. Comme il ignorait les vertus du petit blanc, il se hâte de combler cette lacune pour pouvoir tourner dans le Lavaux une nouvelle version de Charlot fait une cure. Comment une star internationale comme Charlie Chaplin s'intègre-t-elle dans ce nouvel environnement vaudois bien loin de la vie hollywoodienne? Et est-ce que Charlot est un bon voisin? L'émission Continent sans visa est allée poser cette question à des habitants veuvezans en 1964. Voilà la réponse d'un de ses voisins. Charlot, un bon voisin. Monsieur de La Fontaine. On a toujours vécu en bonne harmonie, les deux. Et je lui ai proposé de manger la fondue, de venir manger la fondue. Et puis un beau soir, à 6h30, il me fait savoir qu'il montait avec sa dame et ses enfants. Et puis, bon, moi je n'y comptais pas trop parce qu'on sait ce que c'est que Charlot, il est très occupé, vous voyez ce que c'est. Hein. Et bon, 6h30, 7h, j'étais en salopette. C'est pas que mon Charlot s'amène. Il ouvre la porte et regarde dans la cuisine si j'avais mobilisé du grand monde. Alors ça lui a plu, il est entré, et puis après, alors madame est venue, alors je l'ai reconnue. J'ai dit, alors voilà, ça c'est madame Chaplin. Alors madame m'a dit, écoutez, monsieur de La Fontaine me fait un plaisir de nous montrer comment vous faites la fondue. Bon, monsieur Chaplin s'est mis là, madame s'est mis de côté, et moi j'ai commencé tout préparer, ce qui était nécessaire. Et j'ai placé ma fondue sur la table. C'était un régal. Ah, ça lui a fait un plaisir extraordinaire. Venu au bord du Léman pour trouver, entre autres, de la tranquillité, c'est aussi l'occasion pour lui de rencontrer des vedettes francophones comme le poète vaudois Jean Villargil, qui parle du cinéaste dans cette même émission, Continent sans visa. Je trouve que c'est un homme qui a une espèce de rayonnement doux comme ça, beaucoup de charme. Et il a un très beau visage. C'est un homme qui est bien balancé, il est petit, mais il est parfait. Et puis cette grâce naturelle qu'il a dans tous ses gestes, cette discrétion, enfin beaucoup de classe. Quoi. Qu'est-ce qui est pour vous l'élément le plus important de Chaplin? C'est précisément la création d'un personnage. Car au fond, c'est ça la chose essentielle. La création d'un personnage, ça n'appartient qu'à de très grands hommes, enfin Don Quichotte ou Scapin ou des personnages de Balzac, n'est-ce pas, jusqu'à Charlot, c'est assez rare. Et je crois que c'est ça qui est l'essentiel dans la vie de Charlot, car c'est ça qui durera. En 1977, chose surprenante, on ne voit pas Chaplin au cirque CNI, un rendez-vous qu'il ne manquait pourtant jamais. La santé fragile de l'acteur ne lui permet plus de se déplacer. La star a été victime à la fin des années 1950 de plusieurs accidents vasculaires cérébraux mineurs. En 1970, plusieurs autres AVC affecteront son élocution et le forceront à utiliser un fauteuil roulant. Le matin de Noël, le 25 décembre 1977, un dernier AVC le terrasse durant son sommeil. Il avait 88 ans. 25 décembre, Charlie Chaplin s'éteint pendant la nuit de Noël au manoir du Banc, près de Vevey, en Suisse. Voici quelques-uns de ses propos les plus célèbres. Se restreindre est une chose très importante, non seulement pour un acteur, mais pour n'importe qui. Nous sommes tous des amateurs, nous ne vivons pas assez longtemps pour être autre chose. Je ne suis pas un politique, je ne suis pas un intellectuel, je suis un non-conformiste et un incorrigible romantique. J'ai toujours été et je resterai un clown, et cela me situe bien au-dessus des politiciens.
c'est le journaliste André Nussler, un des seuls journalistes présents en ce matin de jour férié, qui a la tâche d'annoncer ce décès en direct à la radio. 20 ans plus tard, en 1997, il raconte ce moment délicat dans le journal de midi de la première. Il se trouvait que ce matin-là, il y a 20 ans, c'est moi qui devais assurer les journaux. Et à cette époque, surtout un matin de Noël, il y avait qu'un seul journaliste. Vers 7h15, un peu après le journal de 7h, coup de téléphone, j'entends une voix me dire « Bonjour, je suis un ami de la famille Chaplin et je voudrais vous annoncer que Charlie Chaplin vient de mourir. Et j'aimerais bien que ce soit la radio romande qui l'annonce et non pas Europe 1 ou RTL, c'était nos principaux concurrents à l'époque. Hein. J'aimerais que ce soit votre radio qui l'annonce car il habite notre région, il est un peu des nôtres. » Alors je lui dis mais qui êtes-vous, monsieur? On ne peut pas, il est clair, annoncer une telle nouvelle sans un minimum de contrôle. Il me dit écoutez, je suis désolé, je ne peux pas vous dire mon nom. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bon, j'ai tourné en rond pendant 10 minutes, demandé comment faire parce que encore une fois il faut le contrôler. En fait. Finalement, je me résous à la seule chose qu'on pouvait faire, c'est téléphoner au manoir de Ban. Un matin de Noël, 7h15, 7h20, c'était quand même difficile à faire. Et puis là, on m'a confirmé la nouvelle, on a pu l'annoncer sur l'antenne et quelques minutes après, les agences reprenaient l'information. Selon les dernières volontés de Charlie Chaplin, c'est dans le petit cimetière de Corzier-sur-Vevey qu'il fut inhumé le 27 décembre 1977. Un événement mondialement retransmis en direct à la télévision. Un peu plus de 2 mois plus tard, dans la nuit du 1er au 2 mars 1978, la tranquillité du repos de Chaplin est bousculée. Le 2 mars, le fossoyeur de Corzier-sur-Vevey découvre un trou béant, de la terre fraîchement remuée et surtout, la disparition des restes de l'acteur. La presse du monde entier est avertie et la population ainsi que la famille ont du mal à y croire. Étant donné le poids du cercueil, le juge Tantoret émet l'hypothèse de plusieurs ravisseurs, comme il l'explique au micro de Jacques Kellenberger le jour même. Ce n'est en tout cas pas le fait d'un seul homme, parce que le cercueil devait peser, sauf erreur, environ 160 kilos. Il était constitué de chêne massif, de 3 cm d'épaisseur, plus la dépouille. Je pense qu'on arrive facilement autour des 200 kilos, et pour cela, il fallait bien, je pense, 3 ou 4 hommes. Enfin, c'est une supposition de ma part, je n'ai aucune idée. Mais avoir la peine qu'avaient les personnes qui l'ont mis en bière, je pense que pour le ressortir, il fallait un même nombre de bras. Mais si ça n'est pas l'œuvre d'un fou, d'un fanatique, est-ce que ça n'a pas beaucoup plus de chances d'être en fait une action de gangster? Écoutez, là, c'est impossible. On ne peut faire que des hypothèses. Mais cette hypothèse, je pense, n'est pas à exclure. Car avec le monde de la violence et de la rançon dans lequel nous vivons au jour d'aujourd'hui, tout est possible. L'enquête commence alors, mais la police n'a aucun indice. Au cimetière, les enquêteurs ne retrouvent aucune empreinte sur les lieux et la technologie pour lire l'ADN n'existe pas à cette époque. Des traces de pneus sont relevées, mais il s'agit de celles de la voiture du jardinier du cimetière venu travailler ce jour-là. L'affaire s'annonce compliquée. Le défunt pourrait avoir été emmené n'importe où, un cadavre étant beaucoup plus simple à cacher qu'un otage vivant. Au manoir de Ban, la veuve de l'acteur, Oona Chaplin, reçoit très rapidement un premier coup de téléphone. L'interlocuteur, un homme parlant avec un accent qui fait plutôt penser aux pays de l'Europe de l'Est, se présente sous le nom de Rocha. Il dit détenir le cercueil de son mari et demande une rançon d'1 million de francs. Oona Chaplin refuse de rentrer dans ce chantage et raccroche. Cet interlocuteur rappellera très régulièrement dans les jours et les semaines qui vont suivre, mais malheureusement, il sera loin d'être le seul, et les policiers vont alors devoir suivre et vérifier toutes les pistes. Le mardi 7 mars, le journal 24 heures fait le point sur les premiers jours de l'enquête. Depuis la disparition du cercueil de Charlie Chaplin, le 2 mars, plusieurs dizaines d'appels téléphoniques sont parvenus à la police cantonale vaudoise, signalant l'endroit où se trouve la dépouille. Les radiesthésistes ont mis spontanément leur talent à la disposition des policiers pour le plus grand désarroi de ces derniers, qui doivent contrôler toutes les pistes. Pendant ce temps, au manoir de Ban, à Corzier, l'attente se prolonge. Le téléphone ne cesse de sonner, mais ce sont en général des correspondants de presse, accourus du monde entier, qui tentent d'obtenir quelques interviews ou renseignements. Les employés du manoir ont découvert 2 reporters tchécoslovaques cachés dans les cuisines de la demeure. Ils furent immédiatement expulsés.
Le quotidien explique les pistes parfois bien farfelues que les policiers sont obligés de suivre, faute d'indices. Plusieurs hypothèses peuvent logiquement être émises. Toutes restent du domaine des possibilités. Tant que les malfaiteurs ne se seront pas manifestés ou qu'on n'aura pas découvert le cercueil, aucune d'elles ne peut être négligée. Ici, un radiesthésiste renommé assure que le corps se trouve à Saint-Gingolph. Un autre l'a localisé près de Rocher-de-Naye. Là, un quidam a retrouvé des petits morceaux de terre et, selon une méthode magique, affirme qu'ils proviennent de la terre entourant le cercueil. D'autres, plus farfelus, demandent à la police de bien vouloir contrôler le corbillard de tel ou tel entrepreneur de pompes funèbres. On signale également que des odeurs curieuses émanent de telles maisons abandonnées. 2 semaines plus tard, le 22 mars, dans le journal L'Est vaudois, le journaliste Michel Vuillaumenet se demande si la police est encore sur le coup, puisque l'affaire ne semble pas avancer. Il s'interroge aussi sur les conséquences de ce potentiel kidnapping post-mortem, qui pourrait lancer une nouvelle forme de banditisme bien macabre. Mais où diable est passé Charlie Chaplin, dont le cercueil court toujours? A-t-on cessé de creuser la question? Les enquêteurs ont-ils déjà enterré l'affaire? Ce serait un comble, avouez-le. L'ennui, c'est que les farceurs macabres qui ont emmené le pauvre Charlot pour un grand voyage vont peut-être faire des émules. Je surveillerai attentivement les allées et venues nocturnes aux abords d'un certain cimetière de l'Île-de-France, si j'étais, ce que Dieu ne plaise, l'un des parents de Claude François. La police et la famille Chaplin ne laissent filtrer quasiment aucune information, à tel point que la presse internationale commence à émettre ses propres hypothèses sur les dessous de cette affaire. Par exemple, un journal de Los Angeles publie un reportage affirmant que cet enlèvement est un acte antisémite. On parle aussi de potentiels fanatiques de l'acteur, qui l'aurait volé afin d'aller l'enterrer en Angleterre, son pays natal. Dans les quotidiens vaudois, les journalistes s'accordent plutôt sur une affaire de banditisme. Selon eux, la famille aurait reçu plusieurs demandes de rançon avec des montants des plus extravagants, mais personne parmi ces appels anonymes n'aurait été en mesure d'apporter la preuve qu'il détient le cercueil de Charlot. L'affaire semble au point mort. Pourtant, le 17 mai 1978, près de 3 mois après la disparition de la dépouille de Chaplin, la nouvelle tombe au flash de 20 heures. Charlie Chaplin, c'est fini. Le cercueil de l'illustre comédien a été retrouvé ce matin dans un champ près de Villeneuve. La police vaudoise donne actuellement une conférence de presse afin de préciser les circonstances de cette rocambolesque affaire. Sur place, dans les locaux de la gendarmerie et en direct, Cédric Ditchy. Oui, Claude, une conférence de presse de la police a lieu en ce moment à Lausanne pour expliquer toute l'affaire Charlie Chaplin post-mortem. Il y a beaucoup de journalistes, il y en a d'Europe 1, de RMC, il y en a même de Rio de Janeiro, du Figaro en France, de France Soir, du New York Times, des agences Reuters, AFP et du Daily Telegraph. C'est dire qu'il y a du monde. C'était bien, comme on le supposait dès le départ, une affaire de gros sous. 2 hommes, un Polonais et un Bulgare, tous deux au bénéfice en Suisse de l'asile politique, avaient imaginé dans la nuit du 1er au 2 mars dernier d'enlever le cercueil de Charlie Chaplin pour réclamer ensuite une rançon à la famille. Le commissaire Gabriel Setou explique en conférence de presse diffusée à la radio le 18 mai 1978 les mesures qui ont été mises en place pour retrouver les malfaiteurs et la collaboration de plusieurs mois avec la famille Chaplin. Pour permettre l'identification des auteurs de cet enlèvement et la restitution du corps du disparu, la famille a été d'accord de collaborer avec la police de sûreté vaudoise chargée des recherches et a accepté que la ligne téléphonique du manoir soit mise sous surveillance. Au fil des semaines, il est apparu que l'un des demandeurs de rançon, à l'accent indéterminé mais probablement slave, pouvait effectivement détenir le cercueil. Il a fait parvenir à la famille des photographies qui le prouvaient sans aucun doute possible. 2 tentatives de remise de rançon ont eu lieu sans que le malfaiteur ose aller jusqu'au terme de l'opération. À ces occasions, la police cantonale vaudoise a mis en œuvre un important dispositif comprenant un personnel nombreux, des véhicules, jusqu'à un hélicoptère et des moyens techniques comme elle n'avait encore jamais fait auparavant dans une opération de police criminelle. Dans la matinée du 16 mai, alors qu'un appel du rançonneur avait été annoncé pour 0930, la police de sûreté et la gendarmerie ont mis en place une importante surveillance portant sur plus de 200 cabines publiques après paiement. Ce quadrillage devait se révéler efficace. En effet, peu après 0945, 2 inspecteurs sont intervenus à l'endroit d'un inconnu qui se trouvait dans la cabine téléphonique de l'avenue de la Dôle à Lausanne. Il s'y trouvait déjà depuis un quart d'heure et son comportement a intrigué les policiers sur place. Amené dans les bureaux de la police de sûreté, il a été rapidement établi que la voix et l'accent de l'intéressé correspondaient aux enregistrements.
Peu après, cet individu entrait dans la voie des aveux. Selon lui, c'est en lisant un journal italien relatant un enlèvement de cercueil et l'obtention d'une rançon que l'idée lui est venue d'en faire de même avec Charlie Chaplin. Il a également admis qu'il avait opéré avec un complice. Les deux malfaiteurs sont inculpés de crimes manqués d'extorsion et d'atteinte à la paix des morts, respectivement punissables de réclusion et d'emprisonnement. En 2015, dans le journal 24 heures, Jean-Daniel Tantoret, le juge en charge de ce kidnapping post-mortem, revient sur la pression qu'il a ressentie durant l'enquête et sur la stratégie bien vaudoise qu'il a mise en place pour inciter les ravisseurs à faire une erreur. Extrait de l'article. Le juge sourit, mais il se souvient que les deux voleurs n'étaient pas des rigolos. Il dit « Ils ont quand même menacé clairement de s'en prendre aux enfants de Chaplin si les choses n'accéléraient pas. » Accélérer ? Il n'en était justement pas question. Jean-Daniel Tantoret fit tout le contraire. Je faisais le vaudois avec les journalistes. Ils voulaient savoir combien de policiers étaient sur le coup. Je leur répondais que ça dépendait des jours. Je noyais le poisson. Et si je leur avais dit qu'en réalité, un seul inspecteur, le brillant Jean Paco, travaillait chaque jour sur cette histoire, ils se seraient moqués de la police vaudoise. Mais il fallait juste que l'affaire se calme, que plus personne, ou presque, n'en parle. L'un des ravisseurs me l'a avoué quand je l'ai eu en face de moi pour l'interroger. C'est quand il a senti l'affaire passer, pour ainsi dire, dans l'oubli, qu'il s'est énervé et qu'il s'est fait prendre. La police vaudoise a donc réussi à capturer les deux ravisseurs, le premier ayant dénoncé son complice. Les policiers obtiennent rapidement des réponses aux questions qui restaient dans le flou et menaient à des hypothèses parfois bien farfelues dans l'opinion publique et dans la presse internationale. Qui a volé le cercueil et pourquoi ? Pas d'organisation mondiale du crime organisé ou de fanatiques religieux derrière tout ça. Juste deux hommes, des mécaniciens au chômage qui avaient besoin d'argent pour ouvrir leur garage, comme on l'apprendra plus tard durant leur procès. Ils ne l'ont pas emmené en Angleterre l'enterrer sur sa terre natale, comme le pensaient certains, mais l'ont caché à quelques kilomètres de sa première sépulture, dans un champ de maïs. La police décide de récupérer le cercueil de nuit afin de ne pas attirer les curieux et les médias. Mais les voleurs ayant inhumé le cercueil au petit jour sont incapables de se repérer dans l'obscurité. Les enquêteurs reviennent donc tôt le matin, trouvent enfin ce qu'ils cherchent et ramènent la dépouille à sa famille. 6 jours plus tard, Charlie Chaplin est enterré une seconde fois au cimetière de Corzier-sur-Vevey. Il aura donc eu le droit, malgré lui, à 3 mises en terre. Mais cette fois-ci, afin de décourager d'autres kidnappeurs en herbe, une dalle de béton épaisse de 2 mètres est coulée sur la tombe. Les ravisseurs sont condamnés à 4 ans et demi de prison pour celui qu'on appellera RW et 18 mois de prison pour le dénommé G, considéré comme un comparse soumis. En 2015, Xavier Beauvois, réalisateur du film Des hommes et des dieux, transposera ce rocambolesque fait divers dans le film La rançon de la gloire, avec Benoît Poulvorde et Roche Dizem dans les rôles des deux malfaiteurs. Tu sais qu'on a enterré Chaplin hier. Tu sais qui c'était Chaplin ? C'était lui, notre ami. Quand j'étais en tôle, j'ai rencontré un mec, un Italien. Et il connaissait un type, on l'appelait le Calabré, parce qu'il est de Calabre. Tu sais comment il gagnait sa vie ? Il enlevait des patrons et il les foutait dans une grotte. Mais sympa, hein, sympa, il les nourrissait, nickel. Et après, il demandait du fric. Il s'est jamais fait prendre. Jamais. Et ben nous, on va faire pareil avec Charlot. Pour rappeler cet enlèvement funèbre, une croix a été installée près du champ de maïs qui a été, le temps de quelques semaines, la dernière demeure de Charlie Chaplin. En septembre 1991, Oona Chaplin est allée rejoindre son mari et a été enterrée à ses côtés au cimetière de Corzier-sur-Vevey. C'est la fin de cet épisode de 1001 Archives. 1001 Archives est un podcast proposé par les archives de la RTS. Cet épisode a été écrit par Amandine Rosset, réalisé par Thierry Châtel, produit par Grégoire Moll, avec les voix de Sophie Richard et de Grégoire Moll. Retrouvez l'intégralité des archives que vous avez entendues au cours de ce récit sur notre site internet rts.ch/archives. RTS.